Il était une fois la nature. Pour commencer, je vous propose de fermer les yeux et de vous imaginer dans un espace de nature favori. Alors certains d'entre vous, c'est peut-être au bord d'une plage, avec du sable autour de votre doigt de pied. D'autres dans la campagne, d'autres dans la forêt, en sentant le vent dans les feuilles. Voilà, on va revenir ici maintenant. Donc moi, mon espace de nature, c'est chez moi en Bourgogne, quand je rentre tous les vendredis soirs, après une semaine bien chargée à Paris. Et la première chose que je vois, c'est le ciel étoilé, bien loin du ciel parisien. Et puis le lendemain matin, je vais découvrir les fleurs qui poussent dans mes plates-bandes ou dans ma prairie. Je vais mettre mes doigts de pied dans l'herbe, surtout en été. Je vais écouter les oiseaux dans la forêt. Je vais me battre contre les frelons qui nichent en haut de mon toit et qui vont envahir ma cuisine la nuit. Donc tous ces espaces, ils vous semblent un peu immuables. En fait, peut-être que non. Parce que cette biodiversité commune, elle est en train de disparaître. Alors on peut commencer une litanie de chiffres. 47% des espaces naturels sont dégradés par les activités humaines. 85% des mammifères sauvages en biomasse ont disparu. 40% des espèces d'amphibiens sont menacées d'extinction actuellement. Pareil pour un tiers des récifs coralliens. 97% de l'océan est impacté par les activités humaines. Ça, c'est au niveau mondial. En France, plus proche de nous, juste à l'orée de votre jardin, un oiseau spécialiste des milieux agricoles sur 3 a disparu dans les 30 dernières années. Presque de la moitié des chauves-souris les plus communes en moins de 10 ans. Et tout ça parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc cette disparition, elle est vraiment très rapide. Et ça, c'est l'IPBES, ce GIEC de la biodiversité, qui l'a rappelé en mai 2019 à Paris. Le deuxième message de l'IPBES, c'est qu'il a rappelé aussi que cette disparition est causée par les activités humaines, notamment industrielles, en premier lieu l'artificialisation des sols par l'agriculture et l'urbanisation. Et le troisième message que l'IPBES a donné, et ça pour la première fois dans l'histoire, c'est que sans changement fondamental de nos visions du monde et de nos modèles sociaux, économiques, politiques et technologiques, nous n'atteindrons aucun des objectifs de soutenabilité pourtant votés par les Nations Unies à l'horizon 2030. Et c'est là tout l'enjeu. Comment changer nos visions du monde et nos modèles de société ? Alors vous serez d'accord avec moi, actuellement, aller dans la nature, c'est pas très tendance. En tout cas, c'est dangereux. On risque de se faire mal, de tomber, de se blesser. En plus, on risque de se faire piquer, de se faire mordre, d'attraper des maladies. Enfin, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les enfants n'y vont plus. Or, c'est pendant l'enfance que nous créons notre socle de référence. Cet ensemble de faits et de valeurs que nous considérons ensuite comme nos références et ce avec quoi nous allons évaluer plus tard dans nos vies ce qui est bien et ce qui est mal. Et de génération en génération, avec la disparition de la biodiversité et nos modes de vie modernes, nous intégrons de moins en moins de nature dans ce socle de référence. Et les générations qui se succèdent ne savent pas que le niveau de nature qui est considéré comme bon est moins important que le niveau de nature que les parents et leurs grands-parents considéraient comme bon. D'ailleurs, la nature et le vocabulaire pour en parler a tendance également à disparaître de nos produits culturels. Alors vous connaissez tous les dictionnaires pour enfants, ces dictionnaires pour jeunes lecteurs avec un petit nombre de mots communs uniquement. Eh bien, dans l'édition 2015 du dictionnaire Oxford Junior, des mots courants désignant la nature ont été retirés, comme canary pour canari ou blackberry pour mûr, et des mots courants correspondant à des nouvelles technologies ont été ajoutés, comme blog ou blackberry, mais avec un grand B pour la marque. Toujours en langue anglaise, dans les 100 dernières années, des mots courants désignant des arbres, des plantes, des animaux ou la nature en général ont une tendance à diminuer des produits culturels tels que des films, des romans ou des chansons populaires.
Alors j'ai moi-même étudié la place de la nature dans 70 ans de long métrage Disney, de 1937, où c'était Blanche-Neige, à 2010, Réponse. Parce qu'on peut être chercheur au CNRS, mais regardez des films Disney quand même. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que mes enfants à l'époque étaient jeunes, et donc c'était très très amusant pour eux d'aider maman à travailler le soir. Et donc j'ai regardé 70 longs métrages, et j'ai réalisé aussi que la tendance dans les longs métrages Disney était à la diminution de la nature. Alors évidemment, il y a beaucoup de nature dans les films Disney, mais depuis les années 80-85, apparaissent des films où dans les espaces extérieurs, il n'y a plus ou pas, ou très peu ou pas, d'arbres et de plantes. Donc c'est le cas de Wall-E. Connaissant l'histoire, on peut comprendre pourquoi. Mais c'est aussi le cas de Basile détective privé, du Bossu de Notre-Dame, de Monstres et compagnie ou de Ratatouille. Comme si finalement la nature disparaissait de nos espaces mentaux, de ce qui nous semblait important. Or pourtant la nature c'est important. Donc on l'a bien vu depuis tout à l'heure, je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce qu'elle nous apporte, ne serait-ce que notre alimentation, et puis tous les espaces dans lesquels on est si bien. Mais je voudrais insister sur 3 points. Le premier, c'est que la nature nous fait du bien. Donc moi, quand je reviens en Bourgogne, après ma semaine très chargée à Paris, j'ai maintenant besoin de passer 1 heure ou 2 dans la forêt toute seule pour me calmer, restaurer mes idées, me ressentir moi. Et cette anecdote conforte tous les résultats des études scientifiques en psychologie et en neurosciences depuis plus de 30 ans. Être à l'extérieur, dans un espace vert, ça permet de restaurer notre attention, de réduire notre stress et de nous rétablir plus rapidement d'une opération ou d'une maladie. Le deuxième point concerne les enfants. Vous avez tous été enfants, nous avons tous été enfants, nous avons plein de souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez la quantité d'histoires qu'on pouvait se raconter avec 1 ou 2 bouts de bois? Les défis incroyables qu'on se lançait pour traverser une rivière remplie de crocodiles? C'est un tout petit ruisseau. Ou alors la joie qu'on pouvait avoir à inviter notre papa ou notre maman à aller boire du thé ou une tisane de sorcière qu'on avait fabriquée avec de l'eau, de la terre, des herbes, des feuilles. Parce que la nature, contrairement à tout objet fabriqué par l'humain, elle a de ceci de particulier, ce qu'elle offre une infinité de possibles aux imaginaires. Et d'autres chercheurs ont montré que les enfants, quand ils jouent tout seuls dans un espace de nature, évidemment quand il est sécurisé, mais quand ils sont tout seuls, libres, sans contrainte et sans le regard de l'adulte, eh bien, ils peuvent s'inventer énormément de choses, ils découvrent ce qu'ils sont capables de faire, ils se lancent des défis, ils explorent leur corps, leurs possibilités, leurs capacités, ils augmentent en empowerment, comme disent les Anglais. Enfin, mon troisième point, c'est que de façon plus intime, quand on entre en expérience de nature, avec toutes ses dimensions, qu'elles soient cognitives, mais aussi affectives, émotionnelles, sensibles, mémorielles, corporelles, quand on entre en expérience de nature, c'est aussi l'occasion, pour certains, de se reconnecter, de nous reconnecter avec ce vivant, avec cet ensemble d'êtres en interrelation que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, mais d'où nous faisons partie. Cette part sauvage du monde, comme l'appelle Virginie Maris. Et ce sauvage-là, il est absolument partout, tout autour de nous. Alors nous entrons en expérience de nature, mais nous avons tendance à garder ça bien au chaud dans nos vies privées. Parce qu'en société, parler de nature et de biodiversité, c'est encore un peu trop souvent passer pour une rêveuse, une artiste, une écolo, enfin quelqu'un de pas très sérieux. Perdre son temps à rêvasser au bord d'une rivière ou dans une forêt, ou s'inquiéter et s'attrister de la disparition des oiseaux de nos plaines céréalières, c'est vraiment faire la part un peu trop belle à nos émotions. Oh, nous sommes tous au courant pourtant des problèmes environnementaux, nous savons tous qu'ils sont graves, voire très graves, et nous entendons beaucoup de solutions techniques ou comportementales qui nous sont données par des experts, des sachants, des chercheurs, enfin une communauté de gens très sérieux et rationnels dont je fais partie. Et pourtant, depuis que j'étudie les expériences de nature, depuis que je vis ces expériences, depuis aussi que j'ai découvert l'importance des artistes pour nous aider à façonner une réalité plus large, comme le disait Ursula Le Guin, cette autrice de science-fiction,
eh bien, je questionne de plus en plus ce fonctionnement du monde qui tient si peu compte des émotions, de l'altérité et de la diversité des vivants, humains et non humains. Et je me dis qu'une autre voie est possible, complémentaire, qui permettrait de relier ces univers des émotions avec ces univers de la raison, en lien avec la nature et la biodiversité. Une voie qui nous permettrait de rompre avec les règles tacites du fonctionnement d'un monde qui va dans le mur. Alors je vous explique. Donc, comme moi, quand vous avez vu un film, quand vous avez été à une pièce de théâtre, quand vous avez été à un festival, quand vous avez lu un roman ou écouté une chanson qui vous a touché, vous aimez partager ces expériences avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, voire avec vos collègues de travail lors du café du matin. Et finalement, toutes ces expériences culturelles, tous ces partages créent une culture commune, un espèce de ciment de vos groupes sociaux, de votre communauté de travail, communauté familiale. Un ciment qui fait société. Alors, à côté de nos expériences culturelles, nous avons des expériences de nature, que ce soit dans nos voyages ou au quotidien, près de chez nous, tous les jours. Mais la nature de nos voyages, nous aimons la partager. Mais la nature de notre quotidien, nous avons plus de mal à le faire. Et du coup, elle ne rentre pas dans cette culture commune, dans ce ciment qui fait société. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, reprenons contact avec cette nature au quotidien, avec les fleurs qui poussent autour de nos pavés, avec les oiseaux qui chantent à nos fenêtres, avec les fourmis qui traversent la rue. Prenons le temps de le faire, n'ayons plus peur de le perdre, comme disait Serge Moscovici. Et puis ensuite, partageons ces expériences, les émotions qui vont avec. D'abord avec nos cercles privés, familiaux, amis, et puis avec des cercles de plus en plus larges, au travail, les collègues de travail, nos chefs, nos responsables syndicaux, mais aussi dans notre voisinage, dans nos villes et dans nos villages, nos voisins, nos élus locaux. Et dans ces cas-là, petit à petit, la nature et la biodiversité commune vont peu à peu réintégrer notre espace de vie commun, notre culture commune, notre socle de référence commun. Et nous pourrons trouver plus légitime d'en tenir compte, de nous soucier d'elle. Et ça changera tout. Parce que la biodiversité, elle est très réactive. Tant qu'il y en a encore, dès qu'on s'en soucie et qu'on arrête de la détruire, elle redémarre et vite. Et en plus, contrairement au climat, elle redémarre exactement là où on a arrêté d'agir. Si vous avez un jardin, vous arrêtez de mettre des pesticides dans votre jardin, au bout d'un an ou deux, vous avez des papillons et plein d'autres espèces animales et végétales qui arrivent. Au niveau beaucoup plus collectif, quand l'Union européenne a voté un moratoire sur la pêche au thon rouge en Méditerranée, en quelques années, les populations de thon rouge ont augmenté à tel point que maintenant, une autre pêche est permise. Alors nous avons parlé de nature, biodiversité, nous, relations, art, sciences. Et donc pour finir de relier tout ça, je voudrais m'appuyer sur Romain Gary, que vous connaissez. En 1968, Romain Gary a écrit une lettre à l'éléphant d'Afrique. Et dans cette lettre, il disait qu'à force de détruire les éléphants sous prétexte qu'ils ne nous servaient à rien, nous allions perdre notre humanité, nous allions devenir des robots. 50 ans plus tard, il y a encore quelques éléphants en Afrique, il y a encore surtout des animaux et des plantes sur notre planète. Alors, si nous ne voulons pas nous perdre, vite, reprenons contact avec eux, partageons nos expériences avec les autres, recréons une culture commune de nature. Alors, la biodiversité pourra se restaurer et nous pourrons rester vivants.